Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Bonjour, je suis Fiona Coco et vous écoutez Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Aujourd'hui, on reçoit Luc Pirala, directeur du Centre historique minier de Loward. On a parlé d'humanité, de notre société contemporaine et de quête de sens. Bonne écoute. Bonjour Luc. Bonjour Fiona. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous aujourd'hui. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Donc, je suis Luc Pirala, je suis aujourd'hui le directeur conservateur du Centre historique minier de Loward. Professionnellement, je suis conservateur en chef du patrimoine, c'est quelque chose qui définit, je pense, quand même beaucoup mon identité professionnelle. Voilà, j'ai été à la sortie de l'Institut national du patrimoine au Louvre-Lens où j'ai pu avoir plusieurs postes. J'ai évolué un peu jusqu'à être directeur adjoint, ce qui m'a permis d'avoir aussi en charge la médiation, qui était vraiment un volet hyper important évidemment pour le musée et qui pour moi aussi était véritablement formateur dans la manière dont on pouvait avoir une ambition de service public. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois que je vais utiliser cette expression dans le podcast parce que c'est vraiment quelque chose en termes d'éthique professionnelle qui est véritablement important. Quelle est la mission d'intérêt général qu'on remplit au jour le jour et donc ces enjeux de service public étaient quand même très très forts dès le départ. Et au fond, je l'ai gardé et je pense que ça reste une boussole qui est très importante encore aujourd'hui pour moi. Pendant le Covid, je suis parti à France Muséum, l'agence française qui a été créée au moment de l'accord intergouvernemental entre la France et les Émirats arabes unis pour la création du Louvre à Abu Dhabi. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 3 ans. Ça m'a permis quand même de connaître un projet hors norme en termes de diplomatie culturelle, évidemment. Et puis d'être au contact très rapproché de grands patrons de musées français, quoi. Ça, c'est clair qu'en termes de réseau, c'était quand même très intéressant. Mais quand même, très rapidement, j'ai senti le besoin de servir plus à quelque chose pour les gens. Voilà, ma motivation, quand je suis revenu, notamment dans le bassin minier à Leward, c'est de me dire que je pouvais avoir un impact. C'est-à-dire que j'étais en capacité de faire du projet qui pouvait avoir un sens pour les gens. Ce que j'allais dire justement, c'est que ton parcours résonne toujours et a beaucoup de sens avec les valeurs que tu as depuis le début. Tu n'as jamais perdu ta boussole. Non, effectivement. Et alors, j'allais dire, la grande chance que j'ai pu avoir, c'est quand même d'être au fond un conservateur territorial et du coup d'être dans des structures à taille humaine. Voilà, même quand j'arrive au Louvre-Lens, je suis dans un poste de comité de direction ou de toute façon, en étant directeur adjoint aussi, enfin, évidemment, t'influes quand même aussi dans la manière dont les choses se font. Donc oui, je fais ce métier vraiment pour les gens. Qu'est-ce que la créativité pour toi ? Les Anglais ont une expression qui est, à mon avis, assez juste, c'est-à-dire vraiment essayer de penser outside the box. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. C'est vrai que c'est intéressant de ne pas être contraint par ce qu'on a fait avant. Et je trouve qu'effectivement, l'innovation, c'est comment on essaye de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement, mais dans des choses très, très variées. Voilà, j'étais très content l'année dernière d'avoir mon panneau au stade du Hainaut, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de musées qui ont leurs panneaux dans un stade de foot, parce que ça se fait pas, mais après tout, pourquoi pas. Et je trouve que voilà, sur un truc comme ça, qui, voilà, évidemment, n'est pas le truc majeur de mon mandat, mais qui quand même positionne, encore une fois, le musée, le centre historique minier, comme une partie prenante du territoire. Voilà, je trouvais que c'était quelque chose qui avait du sens. L'innovation, c'est aussi de faire de l'occasion des fenêtres d'opportunité. Moi, je le pense beaucoup comme ça, à plein d'égards. Et par exemple, effectivement, en 2024, tout le monde va parler un peu de sport, etc. Donc évidemment, on a fait une exposition sur le sport dans le bassin minier, qui était d'ailleurs très très bien, dont je suis très content. Mais c'est vrai que d'un point de vue d'établissement, ce qu'on va garder après, c'est plutôt effectivement les partenariats, notamment avec les clubs en fait, du bassin minier. Encore une fois, dans un enjeu d'ancrage qui me semblait important pour ma structure. Donc du coup, d'avoir un partenariat, ne serait-ce qu'avec VAFC, pour nous, était quand même
hyper important dans une logique, voilà, d'intégrer un business club sur un territoire sur lequel on n'est pas... on est connu, hein, voilà, mais on n'est pas non plus les plus identifiés possibles, quoi. Donc, voilà, la question de l'innovation, je la remets, pas seulement évidemment au foot, mais à la question de... voilà, quelles sont les fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent par rapport au moment. Dans des éléments plus stratégiques, je trouve que le fait d'être toujours démonstrateur national de la transition écologique pour l'ADEME, le premier musée de France a signé ça, enfin, ça veut dire quelque chose, d'une part par rapport à évidemment l'histoire de l'établissement, mais la manière dont on se projette de l'avant, quoi. Après, évidemment, bon, on est évidemment un musée de... charbonnier, donc la question de l'énergie est au cœur de ce qu'on a à dire. Mais du coup, on se positionne plutôt à l'avant d'un mouvement qu'en queue de peloton, quoi, tout simplement. Parce que, aussi d'un point de vue et politique et financier, en fait, les aides ou les subventions, etc., elles sont au début, elles ne sont pas à la fin. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, on t'incite, après, on commence à réglementer. Et puis après, c'est obligatoire. Donc, on va pas t'aider si c'est obligatoire. Donc, t'as plutôt intérêt aussi à être sur le devant. Parce que si tu rates le train en marche, en fait, bah, tu payes plusieurs fois et c'est plus compliqué à gérer en termes de structure. Enfin, là, je te parle, tu vois, de tous les bornes électriques ou quoi que ce soit. Mais en fait, dans plein de domaines, c'est comme ça. Et donc, si c'est cohérent par rapport à ce que tu veux dire en termes d'établissement, encore une fois, de projets structurants, de PSC, tout ce que tu veux, bah voilà, il faut être là-dedans. Je vois que tu relis vachement la créativité à l'innovation. Tu utilises d'ailleurs plus le mot innovation que créativité. Oui. Est-ce que dans ces cas-là, tu aurais une personnalité innovante qui t'inspire? Non, ça ne veut pas dire que j'ai pas de modèle, mais je suis plus intéressé par des actions où je me dis, tiens, tel collègue a fait ça, ah tiens, ça c'est malin. Enfin, notre vrai sujet, c'est comment on se positionne véritablement comme des acteurs importants de la vie sociale. Sociale, économique, politique, tout ce qu'on veut. C'est comment on est un acteur pour les gens, identifié dans plein de domaines, quoi. Et c'est vrai que le sujet de l'innovation pour moi, qui n'est pas du tout un truc technologique, hein. Enfin, pour moi, on peut être vraiment très très innovant avec du papier, du crayon et des ciseaux, quoi. Enfin, je veux dire, et de la colle, quoi. Enfin, vraiment, le sujet pour moi de l'innovation, c'est plutôt comment tu t'inscris dans des chemins qui sont pas forcément pris. Comment tu sors de la boîte, quoi, pour en revenir à l'expression anglaise, où tu te dis, bah pourquoi personne ne le fait jamais, quoi, après tout, tu vois. Non, mais c'est pour ça que je parle de mon panneau de musée au stade. Non, mais vous comprenez, parce que ça veut dire, bah on le fait pas, mais pourquoi on le fait pas? Bah, tu vois, et ça choque personne que le truc il soit fait. Oui, ta vision de l'innovation, c'est on tente, on verra après. Si le projet a un sens, si tu veux, pour l'établissement, par rapport à ce qu'il veut dire, par rapport à comment il veut se positionner, bah, par rapport aussi aux personnes concernées, si tu veux, ouais, faut y aller. Effectivement, tu peux pas être innovant si tu as peur de te faire engueuler. Enfin, je veux dire, c'est très simple ça. Je veux dire, moi, je pense qu'on a le droit de rater. Par contre, ce qui est important, c'est avoir une démarche qualité, c'est-à-dire d'être en capacité quand même d'évaluer, alors plus ou moins d'un point de vue rigide, tu vois, l'action, mais de se dire un peu les yeux dans les yeux ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, et puis si on refait l'action, qu'est-ce qu'on fait mieux pour que l'action, entre guillemets, soit, ou le projet soit meilleur. Ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et en fait, la question, entre guillemets, de l'échec sur un projet quel qu'il soit, c'est pas tant qu'il réussisse pas pour X ou Y raison, mais qui, tu vois, soit mal compris ou en termes de discours, de positionnement, bah, on soit un peu à côté de la plaque, quoi. Et c'est vrai que c'est important par rapport au patrimoine que le centre historique minier représente, quoi. C'est-à-dire que on est dans un territoire particulier où la question de la mine est très importante, très identitaire, très émotionnelle. Donc ça, c'est à double tranchant, quoi. Ça participe de notre succès, hein, globalement, évidemment. Mais en même temps, c'est quelque chose dont tu as la charge, quoi, d'une certaine manière. Et donc, tu peux pas faire quand même complètement n'importe quoi. Par exemple, alors je sais plus si on avait organisé, avant que j'arrive, hein, mais une murder party ou bref, un truc un peu comme ça, qui dans n'importe quel musée... Dans n'importe quel autre contexte peut être voilà, fun, ben ouais, mais qui là avait une ouais, bah il y a eu équivoque, quand même
tu vois, un papier dans le journal pour dire que c'était scandaleux, ou je sais plus si c'était une murder party ou quoi. Alors après, c'est pour vous dire qu'effectivement, il faut quand même être vigilant dans la manière dont on respecte quand même ce patrimoine. Enfin, et ça fait partie des contraintes un peu d'innovation. Donc moi, j'irai jamais dans un truc qui puisse dégrader, en tout cas, l'image du patrimoine qu'on est censé servir, tu vois. Alors, je pense que globalement, la chance qu'on a dans le bassin minier, globalement dans les Hauts-de-France et tout, c'est que en culture, en fait, on est très apprécié et il y a très peu de partenaires qui veulent pas travailler avec nous. Quelque part, on n'a pas de préconçu sur ce que doit faire un musée, quoi. Ce qu'il doit être, comment il doit s'adresser aux gens, quel projet et tout. Et donc, du coup, on est très libre de pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, et ça, c'est une grande force. Donc, en fait, on peut faire sur tous les domaines des choses très importantes et très, du coup, innovantes. Parce qu'en fait, là où je trouve que les structures culturelles sont très innovantes aujourd'hui, c'est comment elles essayent de faire des projets qui en santé, avec Pôle emploi, France Travail, pardon, tu vois, sur des biais comme ça, avec des partenaires, justement, où quelque part, on se met vraiment au service, voilà, de leurs besoins. Donc, si tu veux, on a cette grande liberté-là, mais la contrainte qu'on doit avoir, c'est effectivement de ne pas faire en sorte que le patrimoine dont on a la charge soit dégradé, ou en tout cas, voilà, qui donne une image qui n'est pas forcément, tu vois, respectueuse, effectivement, des hommes et des femmes qui, quand même, ont fait ce territoire. Tu parlais justement du centre historique minier avec son ambition, sa vision, ses objectifs, à la fois en termes de conservation, d'explication, de pédagogie. Ouais. Est-ce que tu peux le présenter avec tes mots à toi, en tant que directeur justement de l'institution? C'est pas si facile. Le centre historique minier, déjà, c'est une création des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais au début des années 70. Donc, c'est une volonté quand même de l'entreprise nationalisée de garder trace de la mémoire et au fond du travail, j'allais dire de l'entreprise, au moment où on sait qu'elle ferme déjà, hein, en fait. Et c'est un moment très tôt, c'est ça qui est intéressant parce que évidemment, on est dans un contexte de patrimoine industriel. Et en fait, le patrimoine industriel en France, il se développe une dizaine d'années après, hein. Donc, on est vraiment dans les années 70, 71, 73. En fait, très très tôt, il y a une volonté voilà, de garder ces traces-là, ces collections, ces archives, parce qu'on sait que c'est déjà fini, même si ça va mettre beaucoup de temps en fait à s'arrêter complètement. Et donc, très rapidement, voilà, les pouvoirs publics, le territoire ici vont accompagner la création de cette structure qui va être très rapidement prise en main aussi par des anciens mineurs qui vont en faire le centre qu'il est aujourd'hui. Donc, moi, aujourd'hui, je le présente comme... alors, on parle de musée. Bon, en fait, il faut bien comprendre que euh, c'est un musée, certes, mais c'est aussi des archives publiques et le tout dans un monument, qui est monument historique depuis 2010 d'ailleurs, ce qui n'est pas très ancien finalement, qui est un des grands sites de l'inscription du bassin minier comme paysage culturel évolutif au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc quelque part, en fait, le centre historique minier, c'est plus qu'un musée, c'est vraiment un centre patrimonial pratiquement à 360. Mais donc sa grande force, c'est ça, c'est d'être à la fois un site et d'être à la fois une vraie ressource pour le territoire. On se positionne aussi comme un centre de l'énergie, qui est une des trois composantes du centre historique minier, avec les archives et puis le musée, ce qui nous permet aujourd'hui, même si on n'a pas forcément des vraies salles pour ce propos-là, de nous positionner voilà, sur les enjeux un peu environnementaux ou en tout cas de décarbonation qui nous semble important. Donc voilà, c'est une maison qui aujourd'hui a plus de 40 ans. En termes de fréquentation, c'est un des plus grands musées en fait de la région, hein, avec des fréquentations à plus de 150 000, 160 000 visiteurs par an, ce qui est quand même très 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 impressionnant, quoi. Voilà, aujourd'hui, bon, on est sur des modèles économiques
où on est la structure culturelle avec un taux de ressources propres qui est le plus haut de France, en fait. Ce qui fait qu'on est quand même très dépendant, justement, de la fréquentation. Dans un contexte où on a quand même subi, alors un peu moins maintenant, mais quand même ces dernières années, des inflations qui sont quand même très très fortes. En fait, ça nous positionne économiquement dans des situations qui sont encore instables. Donc voilà, tout le sujet en ce moment, c'est effectivement essayer de retrouver une sorte de stabilité économique qu'on n'a pas encore trouvée. Tu parlais de patrimoine évolutif. Quelle est ta vision du patrimoine aujourd'hui? Moi, je pense que c'est un concept qui prospère aujourd'hui, qui marche assez bien. Je trouve que c'est quelque chose dont globalement, en France, les gens sont plutôt attachés. Et en fait, comme souvent dans notre pays, cet attachement au concept est lié, et quelque part son succès est lié à son absence de définition. Voilà, si on veut qu'un truc marche en France, il faut juste dire le nom et puis surtout pas mettre de définition, comme ça tout le monde y voit à peu près ce qu'il veut, et du coup on arrive quand même à avoir quelque chose une sorte d'entraînement un peu collectif. Alors, je dis pas que ça n'a aucun sens, mais je dis qu'en fait dans le détail, tout le monde a un peu sa propre définition de ce qu'est le patrimoine, de ce qu'il faut en faire, de comment le mobiliser et tout. Enfin voilà, moi je trouve que c'est quand même intéressant aujourd'hui la manière dont, quand même à tous les niveaux, quand même socialement, mais même à l'intérieur des entreprises, je trouve ce sujet est important. C'est-à-dire que je fais un petit encart, mais c'est vrai que tous nos réseaux sociaux, nos machins, on n'a pas encore tiré complètement les leçons sur les éléments délétères qu'impliquent un certain nombre d'outils qui se sont développés dans les années 2000, quoi, en fait. Et alors, sans vouloir faire le vieux con, quand même, je ne peux pas m'empêcher de penser que tous ces outils de réseaux sociaux, etc., ont quand même en partie dégradé notre vivre ensemble, en fait. Notre vie citoyenne. Je dis pas que c'est tout de la faute aux réseaux sociaux, ça serait débile de dire ça, mais je pense qu'il y a des enjeux de radicalisation, de discours, de positionnement, qui sont quand même très liés aux algorithmes, quoi. C'est-à-dire que je pense que ces machines-là te font croire que tu as forcément raison. Et que du coup, si tu as raison, c'est que les autres, ils ont tort. Et que du coup, tu rentres dans des caricatures déjà de toi-même, je trouve. Et c'est difficile d'avoir un dialogue avec des gens qui pensent pas comme toi, quoi. Et donc du coup, tu les disqualifies. Vous comprenez il y a un sujet qui est, à mon avis, un sujet très fort, d'esprit critique, mais qui sont pas des petits sujets, qui sont en fait des sujets hyper importants d'un point de vue démocratique, quoi. Je pense que, évidemment, le patrimoine et les musées en particulier ont un rôle à jouer majeur sur ce sujet qui les dépasse, hein, enfin, honnêtement. Mais parce que, justement, le patrimoine, ça reste important aux yeux des gens. Les musées restent importants parce qu'ils sont visités. Enfin, je veux dire, on n'a jamais autant visité les musées qu'aujourd'hui, quoi, quel que soit le type des musées. Nous, on fait des fréquentations historiquement très très hautes, quoi. Donc on est reconnu quand même comme une institution dont la parole est quand même, encore une fois, respectée. Ce qui est quand même, à l'heure actuelle, non mais c'est pas si fréquent, hein, notamment dans la parole publique, quoi, honnêtement. Et je pense que c'est important, voilà, qu'on développe cette question de l'apprentissage, de l'esprit critique, de savoir comment trouver la bonne information. Mais c'est vraiment des sujets qui sont, encore une fois, aujourd'hui, à mon avis, pas traités au niveau de leur importance. Je vois ce que tu veux dire. Le patrimoine, chacun peut y trouver son compte parce que chacun a sa propre définition. Ça donne un socle, des repères, mais dans ces cas-là, ça peut aussi enfermer et avoir cet esprit de binarité. Je lis pas la question de l'importance et du succès du patrimoine aux aspects délétères de la vie sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je dis plutôt l'inverse. Je dis
utilisons comment dire, cette popularité et au fond ces éléments de reconnaissance quoi, de la parole et muséale et patrimoniale pour essayer d'avoir entre guillemets un contre-discours. Bah, c'est pas tant un discours d'ailleurs qu'une sorte de méthode en fait, pour que les gens se parlent entre eux quoi. Mais non, mais enfin, je veux dire, c'est des trucs tellement de base, mais qui sont tellement corrodés et qui sont pourtant j'allais dire, le socle de notre démocratie, quoi. Et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est, sans faire vraiment le donneur de leçons, etc., parce que c'est pas du tout mon genre, mais force est de constater que, merde, on est mal barré, quoi. La radicalisation des discours les plus... Enfin, d'une part, ils sont radicalisés, puis d'autre part, ils sont pas contrés, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de gatekeeper donc, dans l'espace public, dans l'agora. Donc en fait, on peut dire n'importe quoi. N'importe quoi. Tu vois, la science est une opinion, l'information est une opinion, donc évidemment, toutes les opinions se valent. Enfin, il y a vraiment les aspects délétères de se dire, voilà, il y a un marché de l'information, donc en fait, c'est le plus puissant qui gagne. Donc quel que soit comment dire, la valeur intrinsèque, ou en tout cas, si ce n'est sa valeur, déjà l'aspect factuel, quoi. Et ça, je pense qu'effectivement, encore une fois, la puissance des réseaux et puis la manière dont fonctionnent les algorithmes ont tendance à faciliter ça. Le problème, c'est qu'on s'habitue à entendre n'importe quoi, n'importe quand, sur à peu près tous les sujets. Et c'est vrai que au bout d'un moment, voilà, je pense que la réalité va nous rattraper et que ça va faire mal, quoi. Donc du coup, je pense qu'effectivement, il y a un rôle très important, alors vraiment d'intérêt général là-dessus, à nous mobiliser sur ces sujets-là, pas de manière moraliste, mais de dire, voilà, il faut faire attention parce que ce qu'on entend, bah, c'est pas vrai, quoi. Enfin, il y a des choses qui le sont en tout cas pas. Et donc, il faut que tout le monde soit en capacité, effectivement, de discriminer ce qui est, ne serait-ce vrai, ou en tout cas, dont les intérêts sont pas à vous faire croire quelque chose qui, elles, ne le sont pas, quoi. En effet, en tant qu'acteur culturel régional, en tant que centre historique minier, vous avez cette chance d'avoir une fréquentation assez haute, avec un discours de pédagogie, d'information qui est respecté, qui est écouté et qui est compris. On a bien compris justement que c'était voilà, une fierté pour vous, une force pour le centre historique minier. Maintenant, quels défis vous rencontrez au quotidien ? Ah bah, il y a des défis, on a vraiment beaucoup. Ce que je voudrais dire par rapport à ces enjeux un peu de légitimité du discours, c'est que c'est tout le travail des personnes qui ont justement contribué à cette légitimité-là. C'est-à-dire qu'elle ne tombe pas du ciel, elle est aussi le fruit d'un travail long, patient, etc., pour faire du centre ce qu'il est aujourd'hui, ce qui est quand même admirable quand on y pense, mais qui est quand même aussi le fruit voilà, de 40 années de développement, d'investissement public très très fort. Et encore une fois, des investissements forts qui sont possibles par rapport à l'importance du sujet, par rapport à notre territoire. Bon, sur les défis, c'est intéressant parce que quand on candidate au poste qui est le mien, on nous demande en gros de faire du centre historique minier le musée du 21e siècle. Alors, on est déjà en 2025, donc évidemment, il est temps, et quelque part, on l'a réussi. Mais en fait, l'idée sous-jacente des statuts derrière ça, c'est de dire, voilà, comment on ne fait pas de ces éléments de patrimoine plutôt du passé, justement, qu'un truc du passé, et comment, effectivement, on le relie aux populations qui changent, qui vieillissent, dont le rapport, évidemment, avec la production charbonnière, va forcément se distendre avec le temps, et donc comment on réussit effectivement à rester pertinent, quoi. Et ce que j'ai proposé, moi, dans mon projet d'établissement, c'est effectivement de dire que quand on pose ça, on se dit, bon, en fait, quand même, le sujet du siècle... quand même, le réchauffement climatique et tout ce que ça implique de transformation, évidemment, des manières de faire, d'usage, enfin. Et bizarrement, enfin, pas bizarrement, le charbon a quelque chose à y voir quand même, hein, évidemment, là-dessus. Et donc, du coup, de dire, bon,
Tu vois, c'est pas cosmétique le fait de dire le centre historique minier fait de la décarbonation son axe structurel majeur. C'est d'une part parce que ça implique des transformations internes très très longues, un travail avec la région qu'on est en train de mener et auquel je dois quand même reconnaître, enfin je la remercie beaucoup, que ce soit et les élus et les techniciens, d'accompagner ça quand même dans un contexte budgétaire compliqué, mais quand même très, très investi, tu vois, de travailler à la question voilà, de l'efficacité énergétique dans un monument historique. Tu vois, c'est des questions qui, évidemment, se posent particulièrement dans une fosse parce que on est des passoires thermiques, évidemment. On n'a jamais été fait. Enfin, tu vois, chauffer, c'était pas un problème. Chauffer la fosse, c'était pas un problème. Et donc, du coup, on n'a jamais fait en sorte que ça soit un sujet, quoi. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Alors, évidemment, parce que l'énergie est chère, mais aussi parce que on conserve des collections dedans. Et donc, ces enjeux de passoires thermiques sont forcément des enjeux qui dégradent le patrimoine interne, quoi. Donc, c'est à la fois des enjeux très forts, évidemment, d'un point de vue de structure, mais c'est important pour le patrimoine parce que si on ne fait pas ces éléments-là, en fait, on ne pourra pas conserver à long terme le patrimoine minier dans de bonnes conditions. Donc voilà, et moi c'est ce que je dis à mon conseil d'administration, c'est ce que je dis à mes élus. Après, c'est à vous de me dire si c'est important ou pas. Hein, voilà, moi je considère que dans une région qui est la nôtre, c'est important. Voilà, mais après, bon, ça veut dire faut prendre en main ces sujets-là. Et c'est vrai que c'est des sujets qui ont été assez peu portés, quoi, pour des raisons X ou Y, voilà, dont je ne veux pas parler ici, mais ces enjeux de conservation du patrimoine tu vois, qui sont au cœur, quoi, vraiment, sont en fait hyper importants dans une stratégie de développement. Ça, voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes à porter parce que, mine de rien, quand tu es conservateur du patrimoine, etc., tu commences à dire quand même, là, on fait pas le boulot qu'on devrait faire. Parce que c'est vrai, hein. Enfin, honnêtement, on a été le centre historique minier, franchement, en termes de diffusion, de valorisation, etc. Et sur les archives, c'est relativement bien fait aussi. C'est très bien fait parce que les efforts ont été faits là. Maintenant, sur les collections, on peut faire mieux hein, en termes de protection patrimoniale. Mais ça veut dire aussi faire des investissements qui sont forts là-dessus. Donc, c'est un vrai défi. L'autre défi, à mon sens, bon, alors moi, j'ai vraiment fait mon projet sur décarbonation, ancrage territorial et la place de l'humain. Donc, mon projet d'établissement, je le construis vraiment autour de 3 axes très forts. Donc la décarbonation, j'en ai un peu parlé. L'ancrage territorial, avec la difficulté qui est d'être dans un territoire qui est quand même très très morcelé et finalement assez peu structuré. Donc effectivement, quand on cherche à s'adosser évidemment à d'autres partenaires sur un territoire comme le nôtre, en fait c'est assez compliqué, donc on fait un peu ponctuellement comme ça. Et puis la question de l'humain qui a plusieurs facettes. Un des autres sujets qui est lié un peu à cette question de comment rester en fait à jour. Alors c'est des choses qui se voient pas tant que ça, je trouve, et c'est un peu la grande chance du centre, c'est que je trouve qu'on a pris beaucoup, beaucoup de retard sur beaucoup d'éléments d'outillage, dans des domaines qui sont plutôt des domaines administratifs, mais billetterie en ligne, on fait pas. Honnêtement, on est au XXe siècle, hein, là, c'est sûr. Hein, on est même, on n'a pas encore passé là le cap, et ça veut dire quand même beaucoup d'investissement du coup, quoi. Donc, dans une période qui est complexe. Voilà, le défi, c'est ça, c'est comment on arrive quand même à préparer l'avenir à un moment où on sent bien que il faut qu'on se positionne parce que ça bouge beaucoup et puis en tout cas, on a une place à prendre. Justement, quel est votre point de différenciation? Parce que vous avez plusieurs défis, vous êtes en train d'en relever certains, vous en avez relevé d'autres. Parmi tout ça, qu'est-ce qui fait votre succès? Pour le centre historique minier, son succès, c'est je pense que aujourd'hui, et c'est ça qui durera peut-être pas forcément toujours, ça reste un lieu de ressourcement identitaire pour la région. Voilà, c'est le succès un peu des dioramas qu'on a dans la vie quotidienne, etc. L'intérieur qui ressemble à l'intérieur de la grand-mère ou des choses comme ça. Donc ça marche encore bien et bon, les scolaires viennent quand même beaucoup, ils reviennent un peu plus tard et les gens, comment dire, viennent faire découvrir le centre par rapport à de la famille ou des personnes qui viennent de l'extérieur de la région. C'est quelque chose, voilà, d'un point de vue, j'allais dire, touristique et d'attractivité, c'est ça qui
qui fait quand même notre succès. Et puis voilà, le site est quand même remarquable. C'est vrai qu'il a des atouts quand même esthétiques forts. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été choisi. Voilà, même si la localisation paraît bizarre aujourd'hui, c'est ce bassin minier un peu à la campagne, quoi, d'une certaine manière. Donc ça, je pense que c'est vraiment, voilà, les effets de son succès sont là. Et puis quand même une programmation qui, malgré tout, même si on ne vient pas spécifiquement au centre pour l'exposition, ça permet voilà, de faire rayonner quand même des propositions qui sont quand même de très bonne qualité scientifique aussi. Donc voilà un petit peu les clés du succès. Mais on sent bien que c'est des choses qui sont quand même très liées à effectivement le bassin de population qu'on a par rapport à l'histoire, j'allais dire la distance qu'on a par rapport à la fin de la production charbonnière. Donc effectivement, comment, mine de rien, on se positionne sur d'autres sujets à partir d'aujourd'hui. Mais l'expo qu'on présente au charbon, là, pour un design post-carbone, qu'on a fait avec le Centre d'innovation et de design du Grand Tornu, qui est un autre grand site minier du bassin minier wallon, positionne déjà un peu le centre sur ces sujets-là, quoi. Donc voilà, on sait à peu près pourquoi on est bon. D'ailleurs, les taux de satisfaction restent quand même très très bons. Maintenant, aujourd'hui, voilà, cette question de la billetterie en ligne, c'est quelque chose, et de réservation en amont. Aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent, quoi. Et honnêtement, quand on leur répond, ah bah non, on fait pas ça, vous venez, puis vous voyez s'il y a des gens. Puis du coup, on refuse du monde parfois, quoi. Et des fois qui viennent de loin, quoi. Donc, tu vois, quand tu veux décarboner, puis tu fais repartir les gens à Dunkerque. Parce que tu n'as plus de place dans tes groupes. Enfin, tu vois, ça me semble tellement pas ce que doit proposer une institution comme la nôtre à ses visiteurs, que ça, tu vois, mais ça suppose un investissement assez lourd, évidemment, en termes d'outillage, de logiciels derrière et tout. Puis en plus, un sujet hyper transversal, donc qui doit s'en occuper en interne. Mine de rien, on est quand même, on a une histoire, quoi, parce qu'on était associatif pendant des années. Finalement, on change là depuis 2016-17. On est devenu un établissement public, mais mine de rien, dans les process, il y a encore des choses, tu vois, où la mue, c'est pas complètement achevé, quoi, d'une certaine manière. Donc voilà, tout ça est long, et puis bon, bah, il faut sortir les crédits en face. Voilà, la question, c'est pas tant les défis, tu vois, et tu te dis pas. Enfin, on se dit qu'on a des priorités par rapport à ce qu'on voit de la situation telle qu'on la connaît, alors, de ce que voit un peu le grand public, mais le grand public, honnêtement, à mon avis, il voit très peu les sujets que tu vois en interne, quoi. Et honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, quoi. Voilà, beaucoup de sujets. En gros, je dirais, sans être très polémique, que quand même, on a peut-être pendant trop d'années justement travaillé sur le succès qu'on s'est construit, quoi. Et qu'on n'a pas. Alors qu'on pouvait le faire dans des situations plus confortables, notamment avant les enjeux d'inflation, et qu'on avait en plus un peu d'argent, là, on aurait dû investir pour transformer un peu l'outil de travail, mais des choses simples, tu vois, enfin, des choses simples. Non, mais tu sais, on a un restaurant, quoi. Donc, tu vois, la cuisine. Et honnêtement, je te parle de la cuisine. Changer un piano, en fait, c'est des investissements qui sont quand même assez forts. Et tu vois, et on l'a fait cette année, on a dû fermer une semaine le resto pour faire ça. Alors, je suis content qu'on l'ait fait parce qu'il faut qu'on le fasse. Et puis, même pour les équipes, c'est important, quoi. C'est aussi avec quoi ils travaillent. Mais bon, il y a un moment où je me dis, merde, on aurait pu le faire un peu, peut-être un peu avant, quoi. Donc tu vois, tout le sujet, c'est ça, c'est comment on arrive à la fois construire, bah, c'est un peu le sujet pour tous les dirigeants, hein, comment tu arrives à être dans un truc enfin, être dans une dynamique qui te développe, qui te positionne bien, tout en essayant au quotidien de faire en sorte que les choses aillent un peu mieux, mais qui sont là pour le coup beaucoup plus terre à terre, quoi. Tu parlais de population tout à l'heure. Quelle relation entretenez-vous avec les habitants et les habitantes, les anciens mineurs aussi, et puis leurs familles qui sont encore là, pour les générations qui ont suivi?
Et en dehors de ça, est-ce que cette relation est centrale dans le développement, l'orientation, la stratégie du centre historique minier? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui manquait un peu quand je suis arrivé, ce lien que je trouvais un peu distendu avec la proximité. Donc moi, vous le savez, là, moi j'étais au Louvre-Lens et moi j'aimais bien, on a relancé le Café des Voisins, qui était quelque chose qui existait pendant le chantier de construction du musée et puis qui avait été un peu abandonné en fait en cours de route. Enfin, j'ai contribué à relancer parce que je trouvais que c'était quelque chose d'important. Euh, Avec l'idée des focus tests en plus derrière, c'est-à-dire effectivement comment on arrive à... Des choses qui existent encore hein, d'ailleurs aujourd'hui. Et donc ça, moi j'ai lancé voilà, mon Café des Voisins aussi à Le Ward, donc on en fait par trimestre à peu près, tu vois. Enfin, on en fait 3 à 4 par an. Pour l'instant, on n'a toujours pas déterminé un peu, tu vois, le moment. Et mine de rien, on avait 70 personnes sur le dernier, quoi. Donc c'est assez descendant, si tu veux. Moi, mon sujet aujourd'hui, donc il y a du monde, tu vois. Et vraiment là, on est sur un bassin de population. On est entre le Ward de 1500 habitants, tu vois, et Erchin, je sais plus combien, mais enfin, on est quelques milliers. Et puis Manille, quoi, tu vois, les trois. J'allais dire, tu sais, la fosse, elle est au milieu du triangle, quoi. Le Ward. Le triangle d'or. Voilà, le Ward, Manille, Erchin, je te fais rêver. Et donc, il y a du monde. La question, elle est... aujourd'hui, on donne de l'information, ce qui est déjà bien, parce que finalement, t'as pas... Mais tu vois, en détail, quoi. Tu vois, la dernière fois, mon directeur d'exploitation avait présenté pendant 40 minutes, quand même, les travaux de restauration, là, tu vois, qui allaient commencer et tout. Et en fait, les gens étaient hyper intéressés, quoi, tu vois, en mode... Tu vois, c'est pas parce que c'est que descendant ou informatif que c'est pas de bonne qualité. C'est déjà le premier sujet que je me suis dit. Enfin, le deuxième sujet, c'est que je me suis dit, en fait, les gens, quand tu leur expliques les choses, en fait, ils sont quand même en capacité de comprendre, quoi. C'est-à-dire que je pense que globalement, pour en revenir un peu au débat global, c'est si on arrêtait un peu de prendre les gens pour des cons, je pense qu'en fait, on s'en sortirait tous un peu mieux. Non, mon sujet, alors, et d'ailleurs, on fait une petite coopération avec le Canada. Là, on a eu une subvention du ministère de la Culture dans le cadre de la coopération franco-canadienne. On part au Canada, là, pendant une semaine en octobre pour travailler avec un musée à Arvida, qui est une ville nouvelle autour de la vallée de l'aluminium. Et justement pour voir un peu comment ils travaillent avec leur communauté patrimoniale, comme ils disent au Québec. Parce que moi, mon sujet, c'est effectivement qu'est-ce que je fais de ce Café des Voisins? Est-ce que je reste à un niveau assez informatif, voilà, ou est-ce que je crante d'une manière ou d'une autre, mais vers quoi? J'avoue que je sais pas encore trop. Je trouve qu'on a fait des progrès en termes tu vois, de rétro-planning, mais quand même un peu dans l'urgence, tu vois, où on a du mal à caler une intervention, même, tu vois, très simple, tu vois, de retour des voisins dans des trucs. Voilà. Pour l'instant, je le vois pas trop arriver. Alors peut-être sur d'autres projets, mais après, je suis contraint par des éléments de base qui est, tu vois, quand tu as 70 personnes, en fait, bah, je les fous à l'auditorium. Voilà, donc on a un auditorium, ok. Mais quand tu es dans un auditorium, bah, tu peux pas faire du participatif. Hein. Tu parles et puis ils écoutent, quoi. Bon, oui, physiquement, oui, déjà. Je suis contraint par des trucs un peu... Enfin, je pense que c'est pas la solution. C'est-à-dire que comme j'arrive pas à trouver, tu vois, je me confronte à des trucs débiles, quoi, tu vois, en mode, mais en fait, où est-ce que je les mets voilà. Après, on a essayé, tu vois, de faire des sortes d'extraction de Café des Voisins pour répondre à des questionnaires et tout, tu vois, et en fait, ça n'a pas du tout marché, quoi. Genre, franchement, les 2 personnes qui sont venues, alors qu'on en voulait un peu plus. Donc, du coup, tu vois, on se rend compte que, tu vois, c'est un format qui fonctionne, mais jusqu'à quel point on arrive à en faire quelque chose d'autre, c'est une vraie interrogation. Et puis, ça reste quelque chose de, comment dire, mon Café des Voisins ne peut pas être quelque chose de structurant à l'échelle de complètement l'établissement parce que je peux pas me contenter évidemment de parler à mon triangle d'or le Ward tu vois le Ward Manille Archin quoi voilà, faut qu'on soit évidemment sur l'intégralité du Douaisis et puis derrière sur l'intégralité du bassin minier. Donc tu vois ce que je veux dire, les enjeux de voisinage euh, je trouve qu'ils existent aujourd'hui, et donc, tu vois, par exemple, le premier Café des Voisins, il y a des gens qui habitaient en face, ils n'étaient pas venus depuis 30 ans, quoi. Tu vois, je me dis, putain, voilà. Après, on a une grille tarifaire qui incite pas non plus beaucoup, tu vois, les gens à venir et revenir
tu vois, facilement, gratuitement et tout, quoi. Et donc, le café des voisins, il a au moins ça d'intéressant pour eux, c'est qu'au moins c'est gratuit, quoi. Donc, ils viennent, le café est payé, et puis en plus, ils n'ont pas à payer, tu vois, 13,70 l'entrée et tout, quoi. Et donc voilà, donc bon, la relation s'est réétablie, mais c'est pas encore un public, entre guillemets, qu'on a sous la main. C'est pas irrespectueux ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des sortes de publics un peu proches, sur lesquels on peut tester des choses. C'est pas encore mûr pour... je sens qu'on a un moment où, soit on se dit qu'on reste comme ça, et puis finalement c'est très bien, ou alors on passe la vitesse supérieure, mais alors après, dans quelle direction, tu vois? Je suis un peu interrogatif par rapport à ce sujet-là. En tout cas, pour moi, c'était des sujets et d'ancrage et d'humain qui me semblaient très importants à faire. Et ça, j'en suis très content, même si, voilà, je pense qu'il faut qu'on... Voilà, je trouve qu'on est dans un entre-deux qu'il faut qu'on choisisse quoi. Donc, on va au Canada pour voilà, alourdir notre bilan carbone pour cette question-là, mais c'est d'ailleurs paradoxal de se dire qu'on va aussi loin pour traiter des enjeux de voisinage, mais ça reste des bons modèles quand même sur ces sujets-là. Donc voilà. Ça reste de l'inspiration. Tu parlais de réunir les gens. On a aussi beaucoup évoqué, beaucoup parlé de l'innovation, de la conservation, du développement du patrimoine culturel. Toutes ces valeurs-là sont des valeurs que Louvre-Lens-Vallée et le Centre historique minier ont en commun. Selon toi, comment se matérialise justement cette synergie de valeurs entre nos deux structures et quel serait le projet emblématique qui l'illustre? On en a un qui est assez clair, hein. On a travaillé en commun sur notre dispositif d'intelligence artificielle sur la mémoire des mineurs, qui est un sujet en fait, que j'ai lancé assez vite en arrivant, puisque en fait, l'appel à projet applicatif et dispositif numérique innovant de la DRAC, qui est en fait ce qui nous a permis de lancer véritablement le projet. En termes, j'allais dire, de légitimité, pas tant financier que de se dire, pour moi, c'était un sujet hyper important. Donc, d'avoir le blanc-seing un peu de la DRAC sur ce projet-là, pour moi, était très important en interne, en fait, pour aussi mobiliser tout le monde là-dessus. Alors, pour remettre en contexte, le dispositif, il vise non pas à remplacer, mais en tout cas à laisser trace de la parole de nos guides anciens mineurs. En fait, pour des raisons démographiques, en fait, qu'on comprend bien, nos guides anciens mineurs partaient à la retraite. Alors, on ne savait pas trop quand, parce qu'on ne sait jamais trop quand les gens partent à la retraite, en fait. Mais en fait, voilà, en 2024, ça devait être l'année. Donc, moi, j'arrive en 2023. Et très rapidement, je sais que ça fait partie des sujets assez prioritaires quand même, parce que symboliquement, c'est très fort. Donc, tu peux pas te permettre, pour l'histoire de l'établissement, pour les anciens mineurs, tu peux pas rien faire, en gros. Voilà. Moi, j'ai l'impression que l'établissement, sait pas trop comment faire. Et c'est vrai que très rapidement, je me dis, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Le truc de la DRAC arrive un mois après. Et puis, bon, moi, je connais le Louvre-Lens-Vallée, évidemment, d'avant. Je me dis, bon, bah voilà, comment on fait le truc. Et puis c'est vrai que voilà, l'aide a été quand même très, très importante. On dealait très rapidement. Et puis le projet, par la suite, s'est fait. D'ailleurs, dont l'investissement de l'Ambroise-Vallée est plus fort que ce qu'on pensait au départ, à vrai dire. Voilà, j'en suis très content. Déjà parce qu'on a eu des prix, innovation numérique au niveau du système. Non, mais parce que je pense que ce qui a marqué, c'était comment effectivement l'intelligence artificielle était utilisée sur des enjeux justement d'authenticité patrimoniale hyper forte, quoi. Enfin, je pense qu'on était tous d'accord. Overton, le prestataire avec lequel on a travaillé, de toute façon, voilà, c'était un patrimoine qui leur tenait à cœur aussi, parce qu'ils sont aussi descendants de mineurs à Mons, donc eux non plus voulaient pas faire n'importe quoi. Enfin, c'était très très clair pour eux, quoi. Et donc du coup, on fait quelque chose dont je suis très fier. Je pense qu'on peut encore améliorer le dispositif. Il y a une V2 qu'il faut qu'on retravaille, mais qui est liée pas seulement à des enjeux numériques, mais plutôt un peu de disposition aussi, tu vois, dans la salle, des choses comme ça. Mais ça, c'est des éléments très très forts là-dessus. Sur lequel, voilà, je pense que en termes d'accompagnement, deux structures ont à voir. Enfin, voilà, sur des projets un petit peu comme ça, moi, je le vois très bien. Après, sur d'autres, pourquoi pas aussi. Je pense que là encore, il faut pas se créer une boîte
dans laquelle on s'enfermerait. Voilà, moi j'assiste quand même aux instances la Louvre-Lens-Vallée quand je peux. Et je pense que pour la Louvre-Lens-Vallée aussi, c'est important parce que, mine de rien, on n'est pas dans la cale. Et donc, nous, on est dans le Douaisis, donc mine de rien, nous, c'est important de sortir aussi, d'avoir des attaches un peu institutionnelles avec d'autres structures qui ne sont pas dans le Douaisis. Et je pense que vice-versa, quand on est à la Louvre-Lens-Vallée, c'est important d'avoir quand même une représentation et des contacts dans l'intégralité du bassin minier. Et donc, voilà, d'avoir entre guillemets, des pieds-à-terre dans l'autre département, mine de rien, c'est intéressant. Donc voilà, moi je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres projets. Là, on travaille dans le cadre justement des travaux de restauration, on veut travailler sur la nouvelle expérience en gros de descente dans l'ascenseur. Donc là encore, voilà, Vincent nous a bien aidé aussi là-dedans, dans un accompagnement avec Creative Up. À travers l'Interreg et tout. Donc, Je me permets de préciser, Vincent, qui est Vincent Gariazzo, le chargé de développement de Louvre-Lens-Vallée, et Interreg, qui est un projet européen qui a lancé un programme qui s'appelle Creative Up et qui vise à incuber des projets, des programmes au niveau européen liés justement à l'innovation et au numérique. Voilà, donc un de nos prochains sujets, ça va être ça. Ça va être encore une fois un élément aussi hyper à la fois intéressant d'un point de vue technique, même si je pense que là encore, il ne faut pas qu'on aille chercher techniquement le truc le plus high-tech, quoi, d'une certaine manière. Mais comment on répond avec quelque chose qui est bien modulé à cet enjeu patrimonial fort qui est quand même effectivement la descente. Ça reste pour nous effectivement dans le cadre de la visite du site, un élément qui est quand même très très fort, très très symbolique, et puis qui est le moment un peu, qui est quand même hyper fort, quoi. Donc c'est un super projet. Puis là encore, c'est pareil, il faut qu'on le fasse maintenant. Ça fait partie de tous les projets d'accompagnement justement de réouverture entre guillemets du puits numéro 2 tel qu'il sera restauré et sur lesquels voilà, ça nous incombe, quoi. Tu viens de parler des projets qu'on a fait ensemble, qu'on a réalisés ensemble. Maintenant, si tu pouvais rêver grand, quel partenariat, quel projet tu aimerais mener avec Louvre-Lens-Vallée, sans limite? Je pense qu'il y a sans doute des sujets d'accompagnement au niveau non pas seulement du centre historique minier, mais sans doute du réseau des grands sites du patrimoine UNESCO, dont on pressent que là encore, il est un peu à la croisée des chemins et on pourrait en faire sans doute quelque chose un peu d'autre, même si on a des problématiques d'animation de réseau, quoi, d'une certaine manière. Je pense que c'est peut-être là-dessus qu'effectivement, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant, à la fois pour nos deux structures, mais il faudrait qu'on en parle un peu plus. Ça pourrait être là-dessus que je verrais quelque chose. Avec plaisir pour l'imaginer. Et finalement, Luc, si tu étais un type d'art, lequel serais-tu? Là, c'est pareil, tu me prends un peu à froid, à un moment où, comment dire, mon rapport avec l'art est un peu différent aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis moins historien de l'art qu'à une époque de ma vie. Alors non seulement parce que, évidemment, je suis à la tête d'un établissement dont alors on a des collections artistiques, hein, d'ailleurs de bonne qualité aussi, mais c'est vrai que c'est plus tu vois, l'élément fort, j'allais dire, de la collection. Et puis d'autre part, par rapport à comment dire, des recherches universitaires que je fais par ailleurs, tu vois, qui m'éloignent, j'allais dire, des enjeux d'histoire de l'art, qui sont ceux qui m'ont amené quelque part au métier. Mais du coup, quel type d'art? Alors moi, s'il y en a un que je dois dire, mais pour des raisons personnelles liées à mon histoire familiale, pour moi, l'art khmer, ça reste un des arts les plus beaux du monde et puis qui est sans doute pas connu comme il devrait pour le grand public. Voilà, voilà. C'est le conseil du chef, à mon avis, vous en avez pas forcément entendu parler ici. Moi, je vous dis, voilà, l'art khmer, c'est quand même super bien et on n'en parle peut-être pas autant qu'à une époque. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Luc. C'était un plaisir de te recevoir dans ce podcast. Merci à toi. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Cet épisode est rendu possible grâce à Studio Flamboyance,
À l'écriture, Charlotte Sautière et Fiona Coco. À la musique, Thierry Mbaye. À la technique, Nausicaa Loukakis. Merci à toute l'équipe de Louvre-Lens-Vallée, Margherita Balzerani, Olivier Secotti, Anne-Lise Louf, Vincent Gaiazzo, Thierry Mbaye, Asma Koili, Charlotte Sautière, Marion Lefebvre, Nausicaa Loukakis, Scott Froidevaux, Léo Sprimont et Fiona Coco. Merci à nos membres fondateurs, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, la région Hauts-de-France, l'Université d'Artois, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et le musée du Louvre-Lens. On se retrouve le 25 septembre pour le prochain épisode.